C'est une question tranchante. Pourquoi enterrons-nous les vérités les plus profondes sur les hommes et les femmes, les qualifiant de mensonges offensants? Pourquoi, au mépris des dures leçons de l'histoire, des vérités psychologiques et de l'expérience humaine brute, nous accrochons-nous à l'illusion que les hommes et les femmes sont des copies conformes, non seulement égaux en valeur, mais identiques en nature, en motivation et en désir? Carl Jung a craché sur cette illusion. Il a compris que sous les masques que nous portons en société, au-delà des sourires et des gestes de politesse, se cachent des énergies primordiales, des schémas psychologiques profondément ancrés qui dictent la façon dont les hommes et les femmes se perçoivent, se désirent et, inévitablement, se méprennent. Il a nommé ces forces des archétypes, et parmi elles, l'anima, l'esprit féminin qui habite la psyché masculine, est à la fois primordial et perpétuellement mal interprété. Alors que des philosophes comme Schopenhauer se contentaient d'analyser les femmes à travers le prisme froid de la biologie et de l'instinct primaire, Jung osait s'aventurer en eaux plus profondes. Il soutenait qu'une grande partie de ce que les hommes pensent savoir des femmes et de ce que les femmes attendent d'eux ne relève pas de la logique, mais de la projection. On ne tombe pas éperdument amoureux de quelqu'un. On s'abandonne à ce qu'il nous renvoie, reflet des profondeurs de notre inconscient. Un jeu dangereux, assurément. Pour Jung, cela explique le naufrage de tant de relations, bâties sur les sables mouvants de la confusion et étouffées par les mauvaises herbes de la déception. Un homme contemple rarement une femme dans sa totalité. Il voit plutôt son anima, cette tapisserie intérieure de féminité tissée de mythes de l'enfance, de rêves murmurés et d'histoires ancestrales. Il ne tombe pas amoureux d'une femme, il tombe amoureux d'un symbole. Et lorsque la réalité ose briser cette façade scintillante, la désillusion s'abat tel un raz-de-marée. Cette projection n'est pas un défaut, mais un rouage fondamental de la machinerie psychique. Pourtant, le danger nous guette lorsque nous confondons l'image projetée avec la personne réelle. C'est comme poursuivre un fantôme en plein jour. Jung croyait que la société moderne cultive activement cette confusion. On nous nourrit à la petite cuillère de fantasmes d'âmes sœurs, de mirages chatoyants, d'amour idéalisé et de promesses de compatibilité éternelle. Mais tout cela élude habilement la vérité brute et primitive. Les hommes et les femmes abritent en eux des énergies inconscientes qui s'entrechoquent, s'attirent et se repoussent avec une force qui se moque du contrôle conscient. La vérité brutale et indéniable, la plupart des gens ne tombent jamais vraiment amoureux l'un de l'autre. Ils tombent amoureux de leurs propres projections. Et lorsque ces projections scintillantes s'estompent inévitablement, ils se sentent trahis, abandonnés, non pas parce que l'autre a fondamentalement changé, mais parce que l'illusion, le mensonge soigneusement construit, s'est finalement effondré. La vision de Jung sur le féminin et sur les femmes elles-mêmes n'était pas un dénigrement, mais une exploration profondément complexe. Il refusait de réduire les femmes à de simples pulsions biologiques ou à de simples instincts bruts. Il les voyait plutôt comme l'incarnation d'un profond pouvoir psychique, intimement lié à la terre, à la lune, aux marées, au rythme primitif du corps et au mystère voilé de l'inconscient. Mais il a également lancé un avertissement sévère. Lorsque les hommes projettent leur anima sur les femmes, lorsqu'ils les perçoivent uniquement, comme des guérisseuses, des muses, des rédemptrices, ils les dépouillent de leur humanité essentielle et multiforme. Pire encore, ils restent prisonniers d'une immaturité psychologique. L'homme, qui vénère le féminin sans l'intégrer en lui-même, reste perpétuellement un garçon, en quête de réconfort émotionnel, fuyant ses responsabilités, perdu dans des fantasmes romantiques au lieu de nouer des liens authentiques.
Et la femme prisonnière de cette projection se retrouve souvent avec un poids écrasant qu'elle n'a jamais voulu porter, incarner le fantasme d'autrui, au lieu d'assumer sa propre authenticité. Oh, quelle injustice! C'est là, croyait Jung, que réside le cœur sombre de la souffrance relationnelle. Non pas une simple haine, ni une inégalité systémique, mais une confusion inconsciente, profonde et omniprésente. Alors, que se passe-t-il lorsque ces fantasmes soigneusement construits commencent à voler en éclats et à s'effondrer? Lorsque les hommes commencent à considérer les femmes non plus comme des déesses à vénérer ou des démons à craindre, mais comme des êtres humains complexes, dotés de leurs propres ombres, de leurs propres besoins et de leurs propres instincts primaires. Ce moment, souvent angoissant, marque la genèse de la croissance psychologique. Mais seulement. Si l'homme possède le courage de retirer la projection et d'affronter d'abord le féminin qui se cache dans les couloirs cachés de sa propre âme, et cette vérité dérangeante que personne ne veut admettre, car elle signifie que l'amour ne consiste pas à trouver l'âme sœur comme par magie. Il s'agit d'affronter les parts de soi fragmentées et reniées que l'on a désespérément évitées toute sa vie. Et cela exige un travail acharné, cela exige une intégration de l'ombre, cela exige un niveau d'honnêteté émotionnelle brute et sans faille auquel la société, avec ses récits soignés et ses scénarios romantiques mielleux, nous prépare rarement. Si la psyché masculine est tentée par une anima incomprise, la psyché féminine lutte avec l'animus, sa propre image intérieure de la masculinité. Et tout comme les hommes projettent leurs fantasmes idéalisés sur les femmes projettent sur les hommes force, salut, sécurité et même un danger latent. Ces projections en miroir allument l'étincelle initiale de l'attirance, mais alimentent aussi le cycle sans fin des malentendus qui minent les relations. Jung n'a pas révélé ses idées pour semer la division. Il les a offertes pour que nous puissions enfin commencer à nous rencontrer, au-delà du voile scintillant de l'illusion, au-delà du prisme déformant de la projection, en tant qu'individus entiers et souverains, empruntant chacun notre propre chemin d'individuation. Mais pour y parvenir, nous devons d'abord trouver le courage d'affronter ce fantasme. Carl Jung rejetait avec véhémence l'idée selon laquelle les hommes et les femmes seraient des pages blanches, façonnées uniquement par les caprices de la culture et de la socialisation. Il reconnaissait l'importance indéniable de l'éducation et de l'environnement, bien sûr, mais il soulignait également quelque chose de bien plus ancien, de bien plus profond et de bien plus difficile à affronter. Les forces archétypales, gravées dans notre psyché, façonnées par des millions d'années d'évolution, d'expériences collectives et par la puissance du mythe. Pour Jung, l'idée séduisante selon laquelle les hommes et les femmes seraient psychologiquement identiques n'est pas seulement naïve, elle est carrément dangereuse. Elle nous aveugle aux manières subtiles mais cruciales dont nos instincts primaires, nos pulsions biologiques et nos images inconscientes façonnent notre comportement et façonnent nos perceptions. Lorsque nous ignorons délibérément ces forces puissantes, nous ne devenons pas plus éclairés comme par magie. Nous devenons plus perdus, plus réactifs et beaucoup plus susceptibles de rejeter la faute sur l'autre pour ce que nous n'avons pas encore résolu dans les profondeurs enchevêtrées de nous-mêmes. Alors que Schopenhauer considérait les femmes comme intrinsèquement irrationnelles, émues par l'instinct de manière désobligeante, Jung a audacieusement reformulé cette perspective. Il voyait l'instinct non pas comme un signe d'infériorité, mais comme une source de profondeur, un lien vital avec l'inconscient, le monde naturel, les cycles et rythmes éternels que les hommes ont longtemps craints, méconnus ou désespérément tentés de dominer. Dans le modèle de Jung, les femmes n'étaient pas de simples créatures aux émotions superficielles et fugaces, mais plutôt
les gardiennes sacrées de la vie intérieure. Elles portaient en elles le mystère ancestral du corps, l'intuition profonde du sentiment et la connaissance symbolique de la lune, de la terre, de l'utérus fertile. Autant de choses délibérément oubliées ou rejetées dans un monde obsédé par la lumière froide et crue de la logique et de la raison. Mais ce lien profond avec le monde instinctif n'est pas sans défi. Jung soutenait que, tout comme les hommes sont souvent séduits par l'illusion chatoyante d'un contrôle absolu, les femmes peuvent être submergées par la puissante attraction des émotions brutes. Les deux sexes finissent par souffrir lorsqu'ils perdent leur équilibre intérieur, lorsque la conscience est éclipsée par les forces qui se cachent sous la surface. Chez les femmes, l'animus non intégré peut se manifester par une rationalité froide et détachée, des critiques impitoyables et acerbes, ou une possessivité étouffante. Chez les hommes, l'anima refoulé peut se manifester par un chaos émotionnel incontrôlé, une projection obsessionnelle ou une dépendance paralysante. Ces forces puissantes ne sont pas choisies consciemment. Elles sont héritées, transmises de génération en génération. Elles résident en nous, que nous en reconnaissions la présence ou non. Et c'est là que l'instinct devient incroyablement crucial, car l'instinct, lorsqu'on le laisse s'envenimer dans l'ombre de l'inconscient, ne disparaît pas simplement. Il nous contrôle furtivement depuis les recoins invisibles de notre être. Une grande partie de ce que nous qualifions aveuglément de tomber amoureux, de désir ou d'attirance n'est pas une décision rationnelle et soigneusement réfléchie, mais un puissant mouvement de la psyché, motivé par des besoins ancestraux profondément enracinés, des désirs archétypaux primitifs et les échos de blessures intérieures non exprimées. Par exemple, Jung croyait que les hommes recherchent souvent sans relâche la grandeur, non pas uniquement pour le plaisir de réussir, mais comme une tentative désespérée d'échapper à la peur lancinante du vide intérieur. L'envie insatiable de construire des empires tentaculaires, de conquérir de vastes territoires, d'inventer des technologies révolutionnaires est souvent une forme de compensation à l'absence angoissante d'une véritable intégration émotionnelle. Les hommes extériorisent leur énergie puissante, la projetant vers l'extérieur dans le monde parce qu'ils n'ont pas encore appris à affronter courageusement leur propre féminité intérieure, l'anima. Et c'est précisément la raison pour laquelle tant d'hommes se sentent inexplicablement attirés par les femmes qui incarnent la douceur, la beauté rayonnante, la compassion nourricière ou l'intuition profonde, non seulement parce qu'ils les trouvent physiquement attirantes, mais parce que ces mêmes traits symbolisent quelque chose qui leur manque cruellement en eux. Ils ne veulent pas seulement la femme, ils désirent désespérément ce qu'elle représente. Cette dynamique, cependant, crée un malentendu profond et omniprésent. Un homme peut idéaliser une femme pour sa sensibilité rayonnante, son calme inébranlable, sa profondeur profonde, sans jamais vraiment réaliser que ce qu'il voit en réalité est son propre inconscient projeté sur elle. Et, une fois que la relation s'approfondit et que la projection enivrante commence inévitablement à s'estomper, il est souvent submergé par une vague de déception ou de colère irrationnelle qui le dévaste. Il peut se plaindre amèrement « elle a changé », alors qu'en réalité, elle n'a pas fondamentalement changé. C'est l'illusion scintillante qui s'est brisée en 1000 morceaux irréparables. Jung appelait ce douloureux constat le retrait de la projection. Bien que souvent atroce, il marque le véritable début de la maturité émotionnelle. C'est la porte d'entrée douloureuse vers une relation authentique, où chacun voit l'autre non pas comme un sauveur ou un simple objet à posséder, mais comme une âme sœur luttant courageusement contre ses propres ombres, trébuchant sur son propre chemin. Considérons maintenant l'inverse. Les femmes
sont trop souvent victimes de la projection de l'animus, de la figure masculine résidant dans la psyché féminine. Il est souvent idéalisé comme un protecteur vaillant, un héros courageux, une main forte et inébranlable capable d'apporter un ordre inébranlable et un sentiment de sécurité profonde. Lorsqu'une femme rencontre un homme qui reflète cette image chatoyante, même faiblement, l'attirance initiale peut être irrésistible. Mais encore une fois, il ne s'agit pas vraiment de lui. Il s'agit de l'archétype intérieur, de l'image profondément ancrée qui réside dans les recoins secrets de son inconscient. Et tout comme l'homme est dévasté lorsque son fantasme soigneusement élaboré de la femme parfaite s'effondre sous ses yeux, la femme devient désillusionnée lorsque l'homme se révèle inévitablement faillible, émotionnellement complexe, voire tragiquement faible. Elle voulait désespérément un héros courageux, mais elle a tragiquement eu un être humain imparfait. Jung n'a jamais déclaré que ces schémas étaient intrinsèquement mauvais. Ils font simplement partie intégrante de l'expérience humaine. Mais s'ils ne sont pas examinés, ils conduisent inévitablement à de profondes souffrances et à des déchirements. L'instinct non contrôlé ne nous conduit pas vers l'amour authentique, mais vers une projection obsessionnelle, une déception écrasante et un ressentiment purulent. Alors, quelle est la solution insaisissable? Jung croyait que la véritable voie à suivre n'était pas d'éradiquer les différences entre les sexes, mais de cultiver une conscience profonde et consciente de celle-ci. Le féminin et le masculin résident en chaque personne. Et ce n'est qu'en reconnaissant, en intégrant et en respectant ces forces apparemment opposées que nous pouvons commencer à nous relier les uns aux autres en tant qu'êtres entiers et souverains. Il a appelé ce voyage de toute une vie l'individuation, le processus profond qui consiste à devenir qui vous êtes vraiment, en affrontant courageusement les profondeurs enchevêtrées de votre propre inconscient. Cela signifie assumer courageusement votre ombre, récupérer vos projections désavouées et cesser d'exiger que le sexe opposé porte vos fardeaux, réponde à vos besoins non satisfaits ou vous complète comme par magie. La plupart des gens, croyait Jung, n'atteignent jamais ce stade élevé de conscience. Ils restent prisonniers d'un cercle vicieux d'instincts et de fantasmes, rejetant perpétuellement la responsabilité sur l'autre de leurs propres conflits intérieurs profondément enracinés. Mais ceux qui osent entreprendre ce travail ardu, ceux qui possèdent le courage inébranlable d'explorer les profondeurs obscures de leur propre psyché, commencent à voir les relations non pas comme une source de salut, mais comme un miroir reflétant leur propre paysage intérieur, non pas comme un champ de bataille, mais comme un chemin sacré vers la plénitude et l'intégration. Jung croyait que ce que la plupart des gens appellent conventionnellement amour n'est pas du tout de l'amour véritable, du moins pas de la manière romancée que nous l'imaginons, pas comme une rencontre d'esprit, pas comme une connexion spirituelle profonde, pas même comme un choix conscient et délibéré. Selon lui, l'amour tel qu'il est communément vécu par la grande majorité des gens est plus précisément décrit comme une projection, une illusion vive et chargée d'émotions projetées par l'inconscient sur une autre personne, le plus souvent du sexe opposé. Et cette projection, prévient Jung, est si écrasante et si enchanteresse que la plupart des gens la prennent aveuglément pour la vérité pure et dure. Ils croient de tout leur cœur qu'ils ont enfin rencontré leur âme sœur destinée, leur moitié de cœur manquante, leur homologue divinement désigné. Mais ce qu'ils ont en réalité rencontré, c'est le visage soigneusement voilé de leur propre psyché qui leur est renvoyé depuis les profondeurs d'un autre être humain. Pour un homme, cette projection se manifeste à travers l'anima, l'archétype féminin interne façonné par toutes les femmes qu'il a connues, aimées, craint ou simplement imaginé. Son empreinte initiale du féminin, souvent sa propre mère,
constitue le fondement de cette puissante image intérieure. À mesure qu'il grandit, des histoires culturelles, des expériences personnelles formatrices et des désirs inconscients lui confèrent de nouvelles significations, le façonnant et le transformant au fil du temps. Finalement, il cesse de voir les femmes telles qu'elles sont réellement, mais plutôt comme de simples réceptacles de cette image archétypale, profondément ancrée. Il tombe amoureux non pas de la femme unique qui se tient devant lui, mais de sa propre âme perdue, portant temporairement son visage. Jung n'a pas révélé ces dures vérités pour rejeter ou dénigrer l'amour romantique, bien au contraire, en fait. Il croyait que, grâce à ces puissantes projections, nous étions en réalité appelés à un plus grand sentiment de plénitude et d'intégration. L'anima représente le côté émotionnel et intuitif, sous-développé de la psyché masculine. Lorsqu'un homme se sent inexplicablement attiré par une femme qui incarne ses qualités précieuses, il ne s'agit pas simplement d'une attirance sexuelle passagère, c'est un appel primordial à l'intégration. Son âme le pousse désespérément à récupérer quelque chose de précieux qu'il a perdu, négligé ou délibérément ignoré. Mais voici le nœud du problème. Plutôt que d'entreprendre le travail intérieur épuisant nécessaire pour récupérer ces qualités désavouées en eux-mêmes, la plupart des hommes tentent de les posséder passivement à travers la femme. Au lieu de développer activement la sensibilité, l'empathie et un sentiment de calme intérieur au sein de leur propre être, ils s'accrochent désespérément à la femme qui représente ces qualités insaisissables et tentent désespérément de la garder près d'eux. Et quand elle ne parvient inévitablement pas à rester un reflet parfait de cette image intérieure idéalisée, comme elle le fera inévitablement, ils se sentent complètement trahis et abandonnés. La projection soigneusement construite se brise, l'illusion scintillante se dissout, et l'homme se retrouve face à un choix profond et angoissant. Soit la blâmer irrationnellement pour son changement, soit reconnaître courageusement qu'il ne l'a jamais vraiment connue en premier lieu. Cet éclatement de l'illusion soigneusement élaboré est ce que Jung appelle le moment du retrait. C'est douloureux, désorientant et souvent profondément humiliant, mais c'est aussi absolument essentiel pour une véritable croissance. Car c'est seulement alors, lorsque la projection est irrévocablement brisée, que l'amour véritable peut vraiment commencer. Un amour qui ne repose pas sur une fantaisie passagère ou un désir inconscient, mais sur une présence clairvoyante et une reconnaissance mutuelle. Maintenant, inversons la dynamique et examinons l'autre côté de la médaille. Les femmes aussi tombent sous l'emprise puissante de la projection. Dans leur cas, la projection est façonnée par l'animus, l'archétype masculin interne, souvent initialement formé par l'image de leur propre père, et plus tard imprégné d'idéaux culturels de force inébranlable, d'intellect vif, de protection inébranlable et d'un profond sens du but. L'animus peut apparaître dans les rêves et les fantasmes comme un mentor sage et compatissant, un guerrier intrépide, une main directrice, ou à ses pôles les plus sombres, comme un tyran dominateur ou un critique impitoyablement froid. Lorsqu'une femme projette son animosité sur un homme, elle le voit souvent comme bien plus que ce qu'il est en réalité, comme un symbole de salut, une source d'ordre inébranlable, un chemin vers un but significatif. Elle sent désespérément qu'il peut la guider, la stabiliser et donner à sa vie un sens profond. Mais ce à quoi elle aspire vraiment, c'est une direction intérieure, une force intérieure inébranlable et une clarté mentale cristalline, des traits qu'elle n'a pas encore développés ou acceptés en elle-même. Et lorsque l'homme échoue inévitablement à incarner parfaitement ces traits idéalisés, lorsqu'il vacille, devient vulnérable, manifeste des émotions accablantes ou semble tragiquement perdu, elle aussi se sent complètement désillusionnée. L'illusion soigneusement construite se brise, et elle aussi est confrontée à un choix déchirant,
se retirer dans l'amertume purulente du ressentiment, ou commencer courageusement le travail ardu d'intégration de l'animus. Apprendre à écouter sa propre voix intérieure, de raison et de structure, plutôt que de la chercher exclusivement chez un autre. Jung a décrit toute cette dynamique tragique comme l'une des plus grandes tragédies des relations modernes, non pas parce que l'amour véritable est voué à l'échec, mais parce que la plupart des gens ne reconnaissent même jamais ce qui se passe réellement sous la surface. Ils ne tombent pas vraiment amoureux l'un de l'autre. Ils tombent, sans le savoir, dans les archétypes profondément ancrés de l'autre. Et tant que ces puissants archétypes restent inconscients, la relation ressemble davantage à une performance théâtrale qu'à un véritable partenariat. Il a écrit « Là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de puissance. Et là où le pouvoir prédomine, l'amour fait défaut. » Mais que se passe-t-il lorsque l'amour lui-même devient une arme de pouvoir? Que se passe-t-il lorsque l'inconscient utilise habilement la force enivrante de l'attraction pour manipuler, dominer ou assouvir désespérément des besoins infantiles insatisfaits? Alors, ce que nous appelons aveuglément passion devient tragiquement un champ de bataille déchaîné. Les relations se transforment en lutte de pouvoir vicieuse, se faisant désespérément passer pour une dévotion inébranlable. Nous poursuivons sans relâche ce qui nous manque, tentons désespérément de contrôler ce que nous craignons, et nous utilisons impitoyablement les uns les autres pour éviter de nous rencontrer vraiment dans la dure lumière de la conscience de soi. C'est ici que le concept crucial de l'ombre de Jung devient primordial. L'ombre englobe tout ce que nous réprimons, nions ou désavouons délibérément en nous-mêmes. Et dans les relations intimes, cela ne disparaît pas simplement dans l'air. Cela se projette vers l'extérieur, sur l'autre personne, l'homme contrôlant qui accuse irrationnellement sa partenaire d'être manipulatrice. La femme, perpétuellement anxieuse qui voit son partenaire comme émotionnellement indisponible et distant. Souvent, ce que nous détestons le plus chez l'autre est précisément ce que nous portons secrètement en nous. L'amour devient alors non seulement une opportunité fugace de bonheur passager, mais une opportunité profonde de guérison profonde. Si nous sommes assez courageux pour examiner honnêtement nos propres projections, pour récupérer courageusement nos ombres désavouées, pour retirer à la fois l'anima et l'animus, et pour enfin voir l'autre tel qu'il est vraiment, nous commençons le chemin lent et douloureux vers une véritable intimité. Pas un fantasme fugace, pas une possession obsessionnelle, mais une présence inébranlable. Jung savait que très peu de gens étaient réellement prêts à entreprendre ce travail ardu. Cela exige une confrontation sans faille avec soi-même, une humilité humiliante, et la perte douloureuse d'illusions réconfortantes. Mais pour ceux qui possèdent un courage inébranlable, pour ceux qui peuvent rencontrer l'autre non pas comme un sauveur à adorer ou un projet à façonner méticuleusement, mais comme une personne entière et souveraine, marchant sur son propre chemin unique, l'amour transforme. Il devient un véhicule, non pas pour une validation passagère, mais pour une transformation profonde. Cela devient sacré. Carl Jung n'a jamais promis une vie confortable et facile. Sa psychologie transformatrice n'a pas été conçue uniquement pour apaiser les égos fragiles ou renforcer les mythes culturels réconfortants. Il a été méticuleusement conçu pour libérer l'âme, pour nous guider à travers les recoins les plus sombres de nous-mêmes et vers la lumière claire et inébranlable de la véritable connaissance de soi. Et lorsqu'il s'agissait de la relation complexe et souvent turbulente entre les hommes et les femmes, il n'offrait aucune réponse facile, aucune utopie scintillante d'harmonie parfaite. Ce qu'il a offert en revanche, c'était la vérité sans phare. Et la vérité sans phare n'est jamais facile à avaler. La réalité brutale que personne ne veut entendre est la suivante. La plupart de ce que nous appelons conventionnellement amour n'est qu'un miroir déformé reflétant nos propres désirs et insécurités cachées. La plupart de ce que nous désirons désespérément chez l'autre
est quelque chose qui nous manque désespérément en nous-mêmes. La plupart de nos chagrins d'amour ne viennent pas de ce que l'autre personne nous a fait, mais de l'effondrement catastrophique de nos propres illusions soigneusement construites. Et cet effondrement apparemment dévastateur est, en fait, absolument nécessaire, car ce n'est que lorsque la projection scintillante se brise que la véritable relation peut vraiment commencer à s'épanouir. Jung ne prônait pas une forme d'uniformité stérile entre les sexes. Il n'a pas affirmé que les hommes et les femmes étaient des âmes indiscernables, simplement piégées dans des corps différents. Il percevait le féminin et le masculin comme des forces complémentaires et essentielles, chacune portant en elle une sagesse unique et chacune portant des blessures uniques. Et lorsque ces forces se rencontrent inconsciemment, elles s'affrontent inévitablement, créant des cycles sans fin de conflits et d'incompréhension. Mais lorsqu'ils se rencontrent consciemment, ils ont le pouvoir de guérir, de transformer et d'élever. L'amour n'est pas censé vous compléter comme par magie. Il est censé vous éveiller à votre propre potentiel. Si vous voyez quelque chose d'indéniablement divin chez l'autre personne, demandez-vous, cette même étincelle de divinité est-elle également enfouie au plus profond de moi? Si vous êtes inexplicablement attiré par quelqu'un qui vous apporte un sentiment de calme inébranlable, de sécurité profonde, d'excitation enivrante ou de force inébranlable, demandez-vous, quelle partie de moi-même ai-je réduite au silence ou négligée, qui a désespérément besoin de cette énergie puissante? Parce que, tant que nous ne nous engageons pas à faire ce travail intérieur ardu, nous continuerons à répéter tragiquement le même cycle dévastateur pour l'âme. Attraction, projection, déception écrasante et blâme incessant. Nous continuerons à confondre notre âme blessée avec l'âme d'un autre, et nous appellerons naïvement cela romance. Jung nous a enseigné que la seule façon viable de sortir de ce cycle profondément enraciné est de passer par un processus d'individuation qui dure toute la vie, le long, difficile et souvent solitaire voyage qui mène à la plénitude. Cela signifie rencontrer courageusement votre anima, intégrer consciemment votre animus, affronter sans peur votre ombre, récupérer courageusement vos projections et vous tenir droit, non pas comme une demi-personne cherchant désespérément l'accomplissement, mais comme une personne pleine et souveraine prête à rencontrer une autre personne, non pas pour sauver ou être sauvé, mais pour partager le chemin ardu. Ce n'est pas de l'amour sentimental, ce n'est pas un amour de conte de fées, ce n'est pas un amour confortable, c'est le véritable amour. Et dans un monde noyé dans des illusions chatoyantes, c'est peut-être la chose la plus rare et la plus précieuse de toutes, une liberté terrifiante.